Donc, bonjour à tous, il est 14h30, je déclare la séance du Conseil communautaire ouverte. Je souhaite la bienvenue à M. Gilles Garcia et à M. Roger Cottereau qui viennent de nous rejoindre sur la commission. Appel nominal, Monnier Blandine, présente. Jourdan René, Présent. Verdune Hélène, Arnaud Suzanne, absent, qui donne son pouvoir à Monnier Blandine. Barthélémy Philippe, Castel René, Joseph Jean-Paul, Friedler Édouard, Aubert Patricia, Alster Daniel, Bondy Jean, Canon Muriel donne pouvoir à Porcu Robert, Granet Jean-Luc, Mazella Fanny donne le pouvoir à Aubert Patricia, Porcu Robert, De Peretti Carole donne le pouvoir à Alster Daniel, Migliaccio Eric, Thibault Eliane, Garcia Gilles. Voilà. Vous n'avez pas de pouvoir? Cottereau Roger. Présent. Samat André donne pouvoir à Barthélémy Philippe. Ferrara Louis. Présent. Guiraud Pascal donne pouvoir à Ferrara Louis. Joannon Bruno. Présent. Goard Christelle donne pouvoir à Joannon Bruno. Maubé Yvan donne pouvoir à Jourdan René. Aguelo Béatrice. Donc, ben voilà. Absente. Sergent Christine. Delisa Robert. Présent. Bonifay Corinne. Tessier Jean. Présent. Noël Nathalie. Long Sophie. Excusez. Serre Daniel. Collet Laurent. Salle Michel. Perrier Gérard. Présent. Amar Rachida. Renard Yves. Bourbon Valérie donne le pouvoir à Rocheteau Philippe. Rocheteau Philippe. Présent. Guérel Émilie. Absente sans pouvoir. Bailmer, Marc, pardon. Présent. Voilà, à la lecture de l'appel, le quorum étant atteint, je déclare que nous pouvons valablement délibérer. Je vous propose de désigner Aubert Patricia comme secrétaire de séance. Y a-t-il une objection? Pas d'objection, donc Patricia Aubert sera secrétaire de séance. Approbation du compte-rendu du Conseil communautaire du 27 juin 2022. Avez-vous des observations à formuler sur ce compte-rendu? Pas d'observation? Donc, vous avez signé le registre. Présentation des décisions prises depuis le dernier conseil communautaire. Y a-t-il des remarques sur les décisions qui vous ont été envoyées? Personne n'a de remarques? Donc, je vais vous proposer de passer à l'ordre du jour. Point numéro 1, adhésion de la communauté d'agglomération Sud-Saint-Baume à la centrale d'achat RESA. Adhésion mutualisée au marché de services de télécommunications et prestations associées. Jean-Paul Joseph. Merci Madame la Présidente. Donc, le RESA, qu'est-ce que c'est? C'est le réseau des acheteurs hospitaliers, qui est une centrale d'achat qui est constituée sous forme de GIP, groupement d'intérêt public. Au départ, c'était réservé aux établissements hospitaliers, mais fort heureusement, c'est ouvert maintenant aux établissements publics et la communauté d'agglomération en fait partie. Deux gros avantages. Le premier, il est économique, parce que ça permet d'avoir des prix très avantageux. Et nous l'avons constaté au niveau de Bandol, quand on a discuté avec la société Orange, puisque nos contrats étaient terminés. Ça divise à peu près par 4 ou 5 le montant. Stratégique, intérêt stratégique aussi, parce que ça permet de diversifier les sources d'approvisionnement.
Et pour ce faire, il faut que la communauté d'agglo adhère à la centrale d'achat, donc montant de 300 € hors taxe, peut-être hors taxe. Ensuite, il y a 3 marchés avec 4 lots. Un marché de télécommunications qui intègre 2 lots. L'un avec la téléphonie fixe et Internet, adhésion 1 750 € par an, et un lot qui concerne la téléphonie mobile et les équipements, adhésion fixée à 1 100 € par an. Un marché, donc on peut dire que c'est le 3e lot, un marché relatif aux solutions de téléphonie et des applications annexes, donc standard, terminaux fixes, système de téléphonie interne, visio, 3 500 € par an, et un dernier marché de sécurité, cybersécurité, 1 000 € par an. Pour tous ces lots, la communauté d'agglo prend en charge 25% du coût d'adhésion et les 75% restants seront rétribués à la case par les communes adhérentes au marché. Donc il y a une clé de répartition. Je pense que vous avez tous regardé attentivement comment a été faite la clé de répartition. C'est un régal à chaque fois. Là, je vais vous la donner. C'est très simple. Hein. Donc, c'est calculé annuellement de la façon suivante. 0,75 que multiplie C1N que multiplie, entre parenthèses, P comme 1N sur P top 1N. Plus 0,75 que multiplie C2N et ainsi de suite, ainsi de suite. C1N, c'est le coût total de l'adhésion pour le lot numéro 1, C2N, c'est le coût de l'adhésion pour le lot numéro 2, ainsi de suite, C3N, C4N. P comme 1N, c'est la population de la commune concernée, ainsi de suite, P comme 2, etc. P top 1N, c'est la population totale des communes, 2, 3, 4, etc. Et voilà, donc formule très simple comme d'habitude. Et donc, il est proposé à l'Assemblée d'autoriser la présidente à signer tout ce qui correspond à ce dossier. Oui, Madame Salle, je vous en prie. J'aurais juste une petite question. Donc, Monsieur Joseph nous a bien dit que pour Bandol, ça faisait diviser par 4 ou 5 le coût, en fait, hein, ce type d'adhésion. Mais dans la mesure où les coûts d'adhésion globaux atteignent 7 350 €, donc une partie sera, si j'ai bien compris, mise à la charge des communes, est-ce qu'il a été réalisé un petit travail de calcul des économies attendues par commune et au niveau de la communauté d'agglo pour savoir si ces coûts de 7 350 € sont vraiment intéressants à supporter? Tu veux répondre juste ce que Non, mais vous allez répondre certainement mieux que moi pour l'ensemble des communes. Juste pour l'exemple de Bandol, lorsque notre DRH a discuté avec le commercial d'Orange, nous a expliqué qu'il avait remporté les 3 marchés qui correspondent au fameux GIP RESA, et elle a fait le calcul pour une ligne mobile que nous payons aujourd'hui 13,75 € hors taxe pour une ligne avec data, ça tomberait aux alentours des 3 € par ligne. Voilà. Donc ça, c'était la vision côté Bandol, donc une économie extrêmement substantielle. Je ne sais pas si le calcul a été fait par ailleurs. Je n'ai pas le retour des calculs des communes. En fait, c'est les services et le maire de chaque commune qui a jugé de l'opportunité de souscrire à ce contrat. Donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'a priori, toutes les communes sont d'accord, c'est ça? Toutes celles qui adhèrent, oui. D'accord. Voilà. Parce par rapport à leur coût global, ils ont fait l'étude. D'autres communes n'y adhèrent pas. Par exemple, Ednos,
Nous avons fait le calcul, pour nous c'est pas intéressant, eu égard au nombre de lignes que nous avons. D'accord. Et il y a combien de communes en fait qui adhèrent, on le sait? Alors, les communes qui adhèrent, ben, c'est Bandol, Saint-Cyr, Le Honcet. Ah, vous êtes encore adhéré, qui c'est qui a non, toi non. Peut-être les petites communes, c'est moins intéressant. Ouais. Qui c'est qui a Le Castellet, Sanary. Vous avez déjà vous travaillé sur la téléphonie par ailleurs. Voilà. Et la Caviar peut-être l'année prochaine. Ils ont passé des marchés, on le dit en effet. Est-ce d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant. Décision modificative numéro 1 pour le budget principal. Je vais, passer à l'ensemble de cette délibération. Donc, je vais vous parler de la décision modificative aussi pour le budget annexe de l'eau, ainsi que pour le budget annexe de l'assainissement et celui de la GEMAPI. Donc, en fait, vu l'avancement du budget principal et du budget annexe, donc je vais vous énumérer, il est nécessaire de procéder aux ajustements tels qu'ils vous ont été présentés dans la note annexe. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette note annexe? Je vous écoute, Madame Salle. Excusez-moi de réintervenir. Mais je vous en prie. Alors, sur cette note, je voudrais faire plusieurs constatations. D'abord, je voudrais dire que le jeu d'écriture qui est précisé dans cette note est assez complexe et concerne plusieurs opérations et qu'il eût été bienvenu que ce soit dissocié pour qu'on puisse y comprendre quelque chose plus facilement. Donc ça, c'est un premier point, c'est de la forme. Par contre, sur le fond, je voudrais vous alerter sur les écritures de remboursement d'emprunt, à la fois en capital et en intérêt, qui ont été payés en 2022 et non comptabilisés sur 2021, donc qui seront comptabilisés sur 2022, alors qu'il s'agissait d'échéances de prêt de 2021. Alors pourquoi? Parce que moi, je suis très étonnée parce que normalement, ces vérifications-là, ce sont des vérifications que l'on fait en fin d'exercice, au moment de la clôture des comptes, comme d'ailleurs le travail sur les dotations aux amortissements et les dotations aux provisions, et que je suis étonnée que sur 3 budgets, si je ne m'abuse, le budget eau, assainissement et le budget principal, et GEMAPI, il soit passé au travers ces écritures de remboursement d'emprunt. En plus, ce n'est pas des petites sommes, c'est-à-dire que tout cumulé, ça représente 180 000 €. Donc ça dénature le résultat qui nous a été présenté et que nous avons accepté des différents comptes administratifs de 2021. Donc voilà, je voulais simplement le pointer et essayer de comprendre comment ça a pu se passer. Alors, je vous remercie pour votre intervention et je vais justement apporter de la satisfaction après votre intervention. En fait, c'est pour mettre en place une comptabilité avec des rattachements, ce qui n'était pas fait jusque-là. Et donc, du coup, justement, ces délibérations sont là pour aller dans ce sens-là et avoir une parfaite visibilité et que les charges soient, bien sur l'exercice sur lequel ils ont été créés. Voilà, donc je pense que vous serez satisfaits puisqu'on va dans ce sens-là et dans cette transparence-là. J'espère que ce sera fait à l'avenir. C'est ce qui est proposé là. Parce que sinon, en fait, nos résultats d'exploitation présentent nos résultats. Manquait de sincérité sur l'exercice. C'est pour ça que nous passons cette délibération pour avoir vraiment une vision par année. Ça, on est bien d'accord. Et après, j'aurais voulu, dans ce magma d'écriture, que vous puissiez, si c'est possible,
me préciser en quoi consiste l'ajustement de participation au chapitre 65 pour 55 700 €, parce qu'en fait, nous n'avons pas d'explication, et quelle opération est concernée par la majoration des opérations d'équipement de 28 000 €. Voilà, il y a deux écritures, 28 000 € et 55 700 €, si on pouvait avoir des précisions là-dessus. Alors, si c'est possible maintenant, si c'est pas possible maintenant, vous me les donnez. Je vais voir avec les services s'ils peuvent vous répondre dans l'immédiat. Merci. Sur le budget principal ou sur les budgets annexes? Sur le budget principal. Les deux questions sont sur le budget principal. Je pense que c'est le budget principal. Sinon, c'est Peut-être, pendant qu'on cherche, répondre sur la forme, sur la présentation, la présentation en fait ne me choque pas, dans la mesure où on a bien fait la différence entre les recettes et les dépenses. Les montants sont marqués. Et on a en dépenses de fonctionnement la même somme qu'en recettes d'investissement, donc de 79 396 €, et ça correspond à l'autofinancement qui est amélioré. Donc, sur la présentation, je ne vois pas de choses particulières à redire, mais c'est vrai que de manière générale, la présentation à la fois d'un budget ou d'un compte administratif est un petit peu compliquée pour un lecteur non averti. Là, si je peux simplement rebondir sur ce que vous dites, c'est toujours très compliqué, mais là, dans la mesure où il y a plusieurs écritures qui concernent plusieurs éléments qui sont mixés en une seule, c'est encore plus compliqué à comprendre. Voilà, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il serait bienvenu qu'il y ait une petite note à côté qui précise les différents éléments. Bon. Oui, alors, pardon, on va vous répondre. Par contre, effectivement, si vous avez pu noter aussi qu'il y avait des problèmes de rattachement, c'est parce qu'on a eu le souhait aussi, à la demande de Madame la Présidente, d'expliquer aussi tous les dysfonctionnements qu'il y avait et voilà, de faire œuvre de transparence aussi. Donc c'est aussi pour ça que ça a été dit aussi clairement. Je vais laisser Camille répondre, mais il faut quand même mesurer qu'il y a beaucoup d'éléments dans ces DL-là, qu'il y a beaucoup d'articles budgétaires qui sont impactés, et c'est aussi pour ça qu'on liste pas tout, parce que c'est très important. Voilà. Oui, du coup, je suis désolée si la note de synthèse paraît peut-être un peu compliquée à lire, mais en tout cas, elle est, comme son nom l'indique, synthétique et regroupée par chapitre. Donc normalement, ça devrait faciliter un peu la lecture. Après, je peux répondre à des questions peut-être plus spécifiques sur un chapitre en particulier. Concernant les 28 000 € sur la mise à jour de la programmation, ça c'est vraiment en fonction de l'avancée des chantiers. En fait, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a des moins sur certaines opérations, des plus sur d'autres. On arrive à 28 000 € en delta. C'est ça. On a détail, bien sûr. Les 40 000... Attendez, les participations. Oui, au chapitre 65, il y avait eu un oubli d'une participation au parc national régional, du coup, qui a été rajouté parce qu'il a été oublié. D'accord. Très bien, merci. Oui, excusez-moi, dans les maquettes, vous avez tout qui est un peu plus détaillé. Alors c'est vrai que là, la lecture n'est pas très agréable, mais c'est bien détaillé par article, alors peut-être c'est un peu plus détaillé. Sinon, je me tiens à votre disposition. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Nous allons passer au vote. Donc, décision modificative numéro 1 pour le budget principal. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Décision modificative numéro 1 pour le budget annexe de l'eau. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Décision modificative numéro 1 pour le budget annexe de l'assainissement. Qui est contre? Qui s'abstient?
À l'unanimité. Décision modificative numéro 1 pour le budget annexe de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, approbation de la modification de la convention constitutive du groupement d'intérêt public Grand Prix de France Le Castellet. René Castel. Alors, la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume adhère depuis 2017 au groupement d'intérêt public GIP Le Grand Prix de France Le Castellet. La communauté d'agglomération a poursuivi son engagement en 2021 sur la période 2021-2024. À la suite de la décision de la Chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur de se retirer du GIP, la CCI du Var étant également partie au GIP, il est nécessaire de délibérer afin d'approuver la convention constitutive qui en résulte, ayant pour objet de remplacer celle-ci le 28 avril 2021. Ces modifications n'entraînent pas d'impact sur l'engagement financier d'une contribution annuelle maximale de 300 000 € pris par la CRSFB depuis 2017 et renouvelée sur la période 2021-2024. Toutefois, concernant la répartition financière, le GIP, le Castellet, indique qu'une modification des engagements financiers devrait intervenir afin de tenir compte des récentes actualités concernant l'absence du Grand Prix en 2023. Cette modification des engagements financiers sera proposée ultérieurement, celle-ci nécessitant dans un premier temps la signature de cette actuelle convention constitutive. Voilà, Président. Merci. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant. Création. Adoption du contrat de relance et de transition écologique de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, Patricia Aubert. Je vous remercie, Madame la Présidente. Le contrat de relance et de transition écologique a pour objectif de traduire de manière transversale et opérationnelle la transition écologique, le développement économique et la cohésion territoriale sur tout le territoire. Ce contrat se veut le privilégié de contractualisation de l'État dans les territoires et a vocation à regrouper les démarches existantes sur le territoire, comme le PVD, le SPOT, le PR, et à venir. Le CRTE permet de dimensionner les enveloppes de financement de l'État et des institutions partenaires afin de favoriser la réalisation des actions qui y sont projetées. Par exemple, le PCA-ET, PDM, PLH, etc. Alors, la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume a souhaité s'engager dans un CRTE et a signé en ce sens un protocole d'engagement avec Monsieur le Préfet du Var le 26 juillet 2021. On a suivi un travail d'identification des axes stratégiques et opérationnels de l'agglomération qui sont les suivants. On a travaillé tout d'abord sur la mobilité et notamment le développement des pratiques cyclables et le covoiturage, le potentiel de développement économique, la sauvegarde du patrimoine historique et naturel, et notamment la réhabilitation du petit patrimoine rural et la préservation de la ressource du territoire en eau et énergie. L'accompagnement du vieillissement aussi et la favorisation du renouvellement des générations. Enfin, dernier axe, le logement. Sur la base de ces axes spécifiques, le travail mené en concertation avec les communes du territoire a permis de mettre en évidence 85 actions faisant l'objet de la contractualisation sur la durée du mandat. À noter que ce contrat reste évolutif et la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume pourra amender annuellement les actions que les communes et elles-mêmes font figurer au sein du contrat. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Y a-t-il des questions? Je vous écoute. Bon, excusez-moi encore une fois. Ne vous excusez pas. J'ai lu en entier les documents qui ont été envoyés dans le cadre de ce point. Et j'ai donc découvert une étude du territoire qui a été élaborée par le cabinet Terre d'Avance et qui visiblement a été produite en juin 2022
Et je m'étonne, et je regrette, que, étant en novembre 2022, on ne découvre cette étude que maintenant, d'autant plus que l'étude, notamment dans son volet état des lieux, elle est très bien faite, et qu'il me semble qu'il aurait été important que l'ensemble des conseillers communautaires puissent la lire, y réfléchir, et peut-être même en parler entre eux. Donc, il me semble que ce CRTE aurait pu bénéficier de plus d'informations et de plus de dialogue entre nous. En tout cas, moi, c'est ce que j'attendais du conseil communautaire. Parce que je pense qu'un cabinet extérieur, c'est bien, mais ça ne peut remplacer la vision que peuvent avoir également l'ensemble des conseillers communautaires et pas simplement la vision des maires, tout simplement, sachant que ce sont les maires qui ensuite ont le pouvoir de décision, mais on aurait pu, me semble-t-il, faire preuve et saisir cette opportunité pour dialoguer tous ensemble. Donc c'est fait, tant pis. Je peux vous répondre? Oui, je vous en prie. En fait, nous étions pressés par les services de l'État et chaque commune a travaillé avec ses élus sur les projets communaux. Et donc, ce CRTE prend en compte le travail de chacune des communes. Donc, il n'y a pas de réunion spécifique comme on est là en conseil communautaire, parce que ça fonctionne de cette façon-là, une communauté. C'est les communes membres qui travaillent sur leurs propres projets et qui en font part à l'agglomération. Oui, mais dans la mesure où il y a un certain nombre de projets qui sont structurants pour l'ensemble de la communauté, il me semble qu'il aurait été bienvenu de faire un groupe extra-communautaire. Ça aurait été bien, c'est ce que je vous dis, mais nous étions pressés par le temps et il n'était pas matériellement possible de le faire. Et en fait, pour nous, l'important était de le sortir en temps et en heure par rapport aux demandes des services de l'État, de manière à ne pas rater le coche de ce contrat. Car nous étions en retard au niveau des communautés d'agglo par rapport aux autres qui ont déjà commencé leur contrat territorial. Alors, et avec à la clé la possibilité d'obtenir des subventions. Donc pour nous, effectivement, Patricia, je te remercie, l'urgence était là. Et puisque Madame Aubert a dit que en fait, ce projet était modifiable au fur et à mesure, est-ce qu'à ce moment-là, on peut espérer que pour la suite de cette mise en place et de ce travail sur le CRTE, on puisse associer de manière un peu plus précise l'ensemble des conseillers communautaires? Voilà. J'en parlerai avec mes collègues maires et on verra de quelle manière on peut organiser ce genre de travail. Je pense que la modification, en fait, la question de la modification, c'était de dire que dans le cadre du CRTE, c'est un cadre qui est à la fois contraint et souple aussi, mais dans le cadre de la réalisation des projets qui ont été retenus. On est d'accord. Donc c'est-à-dire qu'il y a une possibilité quand même, parce que ça perçoit quand même que la vie d'une commune n'est pas figée. Voilà, n'est pas figée. Et donc, il y a des adaptations possibles dans un cadre quand même qui est relativement contraint, il faut en convenir. On est d'accord. Maintenant, dans ce cadre de modulation, est-ce qu'on peut espérer être un peu plus informé? Tout simplement, si vous voulez. Parce qu'en fait, c'est un peu dommage qu'on ait pas eu cette information plus tôt. Parce que c'est vrai que ce document aurait mérité d'être travaillé par nous tous. Moi, je viens de vous répondre, ce n'était pas matériellement possible et au-delà, on verra avec l'ensemble de mes collègues de quelle manière on peut s'organiser. Merci. Oui, je voulais rajouter quelque chose qui va dans votre sens. Au niveau du diagnostic, c'est vrai que le bureau d'études, ça date déjà d'un peu plus d'un an. Et personnellement, j'avais noté, en ce qui concerne l'aspect vieillissement, renouvellement des générations, un diagnostic au niveau, j'en parle puisque vous savez que je suis médecin libéral
installés. Et le diagnostic qui a été fait en ce qui concerne la médecine libérale à la fois, enfin, sur l'ensemble de la communauté de l'agglomération a évolué depuis ce diagnostic. Et vous avez vu que le bureau d'études disait qu'il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, je vous dis, et je l'ai dit déjà en bureau communautaire, il y a un gros problème. C'est-à-dire que l'accès aux soins sur l'ensemble des communes d'agglomération est devenu extrêmement difficile, et je le vis tous les jours, et davantage en tant que médecin qu'en tant que maître pour l'instant. Je suis passé personnellement d'un délai de consultation qui était à peu près une semaine, 15 jours, en l'espace d'1 an à 1 mois et demi, 2 mois. Les collègues généralistes se désespèrent. Sur Bandol, qui pourtant est censée être une ville bien dotée, il y a actuellement des médecins qui se posent la question d'arrêter tellement ils sont surchargés, débordés. Ce qui ne ferait qu'aggraver la situation. C'est ce qui s'est passé pour un médecin du poste du Bossé, qui a arrêté et qui s'est dirigé vers le salariat. Et tout ça pour dire que, alors je confirme ce que vient de dire la présidente sur le fait qu'on a été bousculé, y compris à Bandol. On a travaillé extrêmement rapidement avec les services pour pouvoir répondre aux demandes de la préfecture. Voilà, je donne cet exemple pour aller un petit peu dans votre sens. J'ai tenu à inscrire dans le CRTE de Bandol la création d'un centre de santé, parce que je considère que c'est devenu une urgence médicale. Et ça complète, je pense, assez bien ce qui est le centre. Enfin, c'est pas un centre de santé qui a été créé au Bossé, justement, dans le cadre de la CPTS, la communauté professionnelle territoriale de santé. Et là, ce sont des médecins libéraux qui se mettent ensemble pour répondre à la demande. Il y a un centre aussi à Sanary. Mais le centre de santé, la différence, et c'est pour ça que j'ai lancé ça, on a une vision géographique d'accessibilité aux communes voisines, c'est-à-dire qu'on va essayer de le mettre en place au niveau du Val d'Aran, c'est-à-dire à proximité des villes voisines, de manière à ce que d'autres villes de la communauté d'agglomération puissent en bénéficier. Voilà, donc c'était pour cet exemple qui est extrêmement prégnant pour la santé de nos concitoyens, qui va malgré tout un petit peu dans votre sens sur le fait que le contenu, c'est bien qu'on puisse en parler, mais encore une fois, je le répète, on a été confronté à une urgence pour répondre à la demande de la préfecture, être prêt à temps et pouvoir bénéficier notamment des subventions qui vont avec. Et pour info, juste avant de vous donner la parole, pour info, nous avons eu le financement de cette étude par l'État. En fait, c'est l'État qui nous a... C'est ce que tu voulais dire, pardon. Ouais, le diagnostic a été, c'était fourni par les services de l'État. Enfin, le cabinet nous a été donné par les services de l'État et subventionné par eux-mêmes. Monsieur, vous voulez poser une question ? J'ai bien noté, d'une part, je vous remercie, Madame la Présidente, de nous avoir indiqué les raisons pour lesquelles nous sommes saisis un peu tardivement de ce sujet, qui est un sujet très important pour la communauté. Nous allons être amenés à voter. Je pense que nous le voterons positivement. Mais au préalable, j'aimerais apporter quelques précisions sur ce vote, du moins en ce qui concerne particulièrement la commune que je représente ici. Donc nous le voterons pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'il est de nature, effectivement, à booster notre communauté
à la renforcer dans la collaboration entre communes, et surtout, et je l'espère, à impliquer les 60 000 habitants du territoire qui voient cette communauté de loin, ne la comprennent pas très bien, et il serait sans doute nécessaire de penser à une information beaucoup plus régulière et beaucoup plus performante. La deuxième raison, qui nous amènera sans doute à voter oui, c'est que ce contrat, il adhère à un certain nombre d'orientations que les élus de Saint-Marie, d'opposition, préconisent depuis de nombreuses années, et qui malheureusement d'ailleurs sur place sont systématiquement rejetées. Je citerai, par rapport à ces cohérences entre vous et ses opposants, je citerai les pistes cyclables qui sont systématiquement refusées. Je citerai la découverte du patrimoine naturel et culturel par des chemins de randonnée vers le Lançon. Je citerai encore des tas de possibilités à améliorer, et notamment les transports en commun intra-ville et interville. La troisième raison, pour être bref, je dirais qu'elle va vous surprendre et est un peu cocasse. C'est qu'en effet, dans ce contrat, nous découvrons des orientations que nous partageons, mais d'autres pour lesquelles nous sommes découvreurs, car il y a sur ce plan des sujets qui concernent la commune, qui concernent les habitants, et qui ont été peu ou pas du tout débattus en conseil municipal, et encore moins, bien entendu, avalisés. C'est la raison pour laquelle je vous donnerai un oui, en espérant que ces sujets qui n'ont pas été débattus au premier degré, si je puis m'exprimer ainsi, le soient rapidement, avant même d'être authentiquement actés sur ce contrat. Nous espérons cela d'ailleurs pour une raison toute simple, c'est que je pense qu'il y a une nécessaire démocratie et subsidiarité à respecter, et donc c'est la commune, et c'est ensuite la communauté. Merci de votre attention. Oui, comme vous avez pu le voir, il y a des projets municipaux et des projets communautaires à l'intérieur de ces CRTE, et les projets municipaux sont portés par les communes, et les projets de l'AGLO seront portés par l'AGLO. Madame la Présidente, ma remarque ne met pas du tout en doute le fonctionnement que vous venez d'indiquer. Non, c'est pas du tout ça. C'est tout simplement que lorsqu'un projet est inscrit par une commune au niveau de la communauté, il est souhaitable qu'il ait été débattu et de préférence avalisé par le conseil municipal qui va le porter. Merci. Ce qui est le cas, c'est le principe du fonctionnement des conseils municipaux. Mais ce que je voulais vous dire, l'objet de ma remarque, c'était de vous dire qu'en fait, dans ce contrat, il regroupe l'ensemble des projets du territoire, mais il y en a qui seront communaux et d'autres intercommunaux. Voilà, c'était le sens de ma remarque. Y a-t-il d'autres questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention? Je vous remercie. Point suivant. Approbation de la convention de coopération conclue entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le département du Var et les 11 établissements publics de coopération intercommunale varois situés sur le territoire du réseau d'initiatives publiques du Var et de l'avenant de résiliation à la convention cadre pluriannuelle de financement et de remboursement des subventions publiques du contrat de DST Var-THD. René Castel. Alors, le syndicat mixte ouvert Provence-Alpes-Côte d'Azur très haut débit a été créé par arrêté préfectoral en date du 4 octobre 2012, avec pour membres fondateurs la région PACA et les départements des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes. Par la suite, le département du Bouches-du-Rhône ainsi que le département du Var et 11 établissements publics de coopération intercommunale
ont pu adhérer au syndicat en 2016. Alors, conformément à ces statuts, le syndicat exerce pour ses membres adhérents la compétence décrite à l'article 1425-1 du CGCT en matière d'établissement et d'exploitation d'infrastructures et réseaux de communication électronique d'initiative publique. Donc il exerce à ce titre la maîtrise d'ouvrage des actions d'aménagement numérique sur la portion de territoire du département du Var, qui n'a fait l'objet d'aucune manifestation d'intention d'investissement privé. Alors pour le déploiement de ce réseau, le syndicat a signé le 18 octobre 2018 un contrat de délégation de service public pour concevoir, établir, exploiter et commercialiser un réseau très haut débit dont est aujourd'hui titulaire la société VAR Très haut débit. À la suite du lancement par l'État en 2017 d'une procédure d'appel à manifestation d'engagement locaux, un opérateur privé, SFR FTTH, devenu XP Fibre, s'est engagé à déployer sur ses fonds propres un réseau très haut débit sur l'ensemble de la zone publique des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes et des Bouches-du-Rhône à partir de 2019. Par conséquent, le syndicat a vu son périmètre se restreindre au seul réseau du Var, et les autres départements ont souhaité quitter le syndicat. Les membres du syndicat ont ainsi pris en 2021 et 2022 la décision de dissoudre le syndicat à horizon fin 2022. Cette dissolution doit faire l'objet d'un arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, déterminant les conditions de liquidation du syndicat et répartissant entre les membres les actifs et passifs figurant au dernier compte administratif ainsi que les droits et obligations nées des actions menées par le syndicat. Dans le cadre des échanges entre le syndicat, la région, le département et les 11 EPCI du territoire varois, la dissolution devrait intervenir en deux temps. Un premier arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône devra prononcer la cessation d'activité du syndicat au 31 décembre 2022 avec transfert des personnes, des biens et des contrats aux membres au 1er janvier 2023, date à laquelle chaque membre du syndicat devra exercer de nouveau en direct la compétence définie au code CGCT des collectivités territoriales. Un second arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône devra prononcer la liquidation du syndicat dans le courant du premier semestre 2023 avec le versement de leurs boni respectifs aux membres. Afin de permettre cette dissolution, selon le calendrier prévu, les actes suivants doivent être pris par les parties avant le 15 décembre 2022. Premièrement, un avenant à la convention multipartite pluriannuelle entre la région, le département du Var et les 11 intercommunalités varoises et le syndicat portant sur le financement du réseau d'initiatives publiques du Var. Deuxièmement, la convention de coopération entre la région, le département du Var et les 11 intercommunalités varoises qui permettra d'assurer la continuité du contrat de DSP et d'assurer la gestion en commun de projets d'usage et services numériques. Troisièmement, l'accord de dissolution du syndicat. Quatrièmement, un avenant au contrat de DSP tirant les conséquences de la dissolution du syndicat et de la signature de la convention de coopération. Donc la présente délibération vise à entériner les deux premiers points. Les deux points suivants seront approuvés lors du prochain conseil communautaire. Pour ce qui concerne le premier point, le SMO a délibéré en date du 19 septembre 2022 par délibération 22-06 pour approuver un avenant de résiliation de la convention cadre pluriannuelle de financement et de remboursement de la DSP par très haut débit. Cet avenant annexé en annexe 1 à la présente délibération a pour objet d'organiser le remboursement par le syndicat avant sa dissolution à la région, au département et aux EPCI du Var, des avances qui lui ont versées en son application. Il convient désormais que cet avenant soit signé par tous les membres signataires de cette convention cadre et en particulier par la CSSD. Pour ce qui concerne le second point, la convention de coopération figurant en annexe 2 a pour objet d'organiser l'exercice conjoint des droits et obligations de l'autorité délégante au titre du contrat de DSP ainsi que la gestion en commun de projets d'usage et services numériques. La convention de coopération prévoit à cette fin les règles de fonctionnement de la coopération entre les parties afin de prévenir toute difficulté d'exécution du contrat de DSP lié à la multiplicité des autorités délégantes et ainsi de garantir tant la continuité que la qualité du service public. Donc,
on va vous demander d'approuver les termes de la convention de coopération conclue entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le département du Var et les 11 intercommunalités varoises situées sur le territoire du réseau d'initiative publique du Var, dont un exemplaire est annexé à la présente délibération, d'autoriser Madame la Présidente à signer cette convention et à engager toutes les démarches nécessaires à mise en œuvre, et d'autoriser Madame la Présidente à signer l'avenant de résiliation à la convention cadre pluriannuelle de financement et de remboursement des subventions publiques, de financement et de remboursement des subventions publiques du contrat de DSP 20 THD. Merci René pour cette très longue délibération. C'est ça. Bravo, moi aussi. Encore, il y a eu des petites coupes, c'est qu'il y a eu des délibérations comme ça. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, création de la conférence intercommunale de logement SIL suite à la réforme des attributions. Hélène Durbin. Merci Blandine. Donc il s'agit de la création de la conférence intercommunale du logement, c'est-à-dire CIL, suite à la réforme des attributions. La loi ALUR du 23 mars 2014 a confié aux établissements publics de coopération intercommunale EPCI, la gouvernance de la politique d'attribution des logements sociaux en articulation avec les politiques locales de l'habitat. Afin d'améliorer la visibilité et l'efficacité des politiques publiques en la matière, la loi a prévu la mise en place d'une conférence intercommunale du logement, aussi appelée CIL, co-présidée par la présidente de l'EPCI et le préfet du département. La communauté d'Aglos engage la création de la CIL avec pour objectif, dans un premier temps, son installation, intégrant un travail sur la réalisation du règlement intérieur, c'est-à-dire le nombre de réunions annuelles, modalités de convocation des membres titulaires et de coordination entre titulaires et suppléants, définition d'un quorum, identification du secrétariat, etc. En effet, la loi ALUR ne précise pas le nombre de membres que la conférence doit comporter, ni les modalités de prise de décision des membres de droit. Le rôle de cette CIL sera de définir les orientations à l'échelle intercommunale en matière d'attribution et de mutation sur le patrimoine locatif social, sur les modalités de relogement des personnes déclarées prioritaires au titre du DALO, le DALO c'est le droit au logement opposable, et des personnes relevant des projets de renouvellement urbain, sur les modalités de coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation, de proposer la création d'offres de logements adaptés et accompagnement de personnes. Second point de ce rôle de la CIL, suivre la mise en œuvre du plan partenarial de gestion et la demande locative sociale. Et enfin, de proposer des modalités de coopération entre les bailleurs et les titulaires de droits de réservation. Je vous propose donc d'approuver la création de cette CIL et d'autoriser Madame la Présidente à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant. Taxe d'enlèvement des ordures ménagères, retrait et remplacement de la délibération 2022-71 du 27 juin 2022 pour suppression du zonage et instauration d'une zone unique couvrant le territoire communautaire. La délibération numéro 71 du 27 juin 2022 relative à la suppression du zonage pour la TOM et à l'instauration d'un taux unique couvrant la totalité du territoire à compter de l'exercice 2023 a fait l'objet d'une observation de la part du secrétaire général de la préfecture concernant les motifs de la mise en œuvre d'un taux unique fondé sur l'homogénéisation de l'organisation du service, de tournure de phrase considérée comme ambiguë, à savoir
Plutôt que d'arrêter le principe de suppression de zonage, il convient de mentionner supprimer le zonage. De même, la mention approuver le principe de mise en place d'une zone unique devra être remplacée par approuver la mise en place. Donc l'objet de cette présente délibération est donc d'autoriser le retrait de la délibération mentionnée ci-dessus et de la remplacer par celle que vous avez reçue, où justement on enlève tout ce qui est les termes principes. Avez-vous des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Eh bien, l'ordre du jour est maintenant terminé. Donc, je lève la séance. Je vous remercie à tous pour votre participation et vous souhaite une bonne fin de journée.